York, début 1938. À Manhattan, les magasins allemands sont parfaitement intégrés au paysage urbain. La plupart des Américains ne voient dans le Troisième Reich aucune menace. Ils ajoutent foi aux déclarations d'Hitler qui promet d'assurer la paix et sont peu réceptifs aux rapports évoquant le régime de terreur instauré par l'État nazi. Mais le 20 janvier 1938, l'opinion publique américaine va vite changer. Ce soir-là a lieu la première d'un film documentaire de la série March of Time, un été en Allemagne nazie. L'ambassade d'Allemagne à Washington se déclare indignée par cette vile propagande. L'écrivain Klaus Mann, en revanche, exilé aux États-Unis, est d'avis que ce film souligne de manière très raffinée l'aspect sinistre de la vie dans l'Allemagne nazie. Show window of Adolf Hitler's Nazi Germany today is its capital city, Berlin. Here the casual visitor may be surprised by the air of prosperity, the well-dressed crowd. Ces actualités créent l'événement en présentant des images fraîchement tournées en Allemagne. De toute évidence, les producteurs ont eu accès à des lieux stratégiques pour réaliser ce film, notamment à Berlin et à Nuremberg lors d'un congrès du parti nazi. Le commentateur y dénonce la politique intérieure et extérieure menée par le gouvernement allemand. To fan the Nazi hatred of Russia, a Goebbels museum is filled with exhibits to show the horrors of communism. Though 6 years ago, 6 million Germans voted a communist ticket, every known radical, every known liberal. Ce film contient probablement des scènes reconstituées et présente la propagande officielle nazie, mais en réalité, la plupart des prises de vue sont originales et témoignent de l'omniprésence de l'antisémitisme. Signposts at city limits bear the legends, Jews not wanted, Jews keep out. Even in parks, if Jews are allowed at all, special yellow benches are set apart. Des millions d'Américains découvrent avec surprise un été en Allemagne nazie. Et ce film change fondamentalement leur opinion à l'égard du régime hitlérien. Toutefois, l'auteur de ces prises de vue, l'homme qui a eu l'autorisation de voyager en Allemagne avec sa caméra et de rapporter ces images aux États-Unis, reste absent du générique. Time marches on. Toutes ces prises de vue ont échappé à la censure. Au cours des années 30, c'est une exception. Elles sont l'œuvre du réalisateur américain Julian Bryan, qui a séjourné en Allemagne pendant l'été 1937. L'année suivante, il les présente au public lors d'une tournée de conférences à travers les États-Unis. Conférence de Julian Bryan à l'université Columbia de New York, ayant pour thème ses films sur l'Allemagne nazie en 1938. Beaucoup d'entre vous s'attendaient sans doute à être plongés dès le départ dans l'Allemagne nazie et le nouveau régime. Au lieu de cela, le film s'ouvre sur des images de Cologne et des scènes nautiques sur le Rhin. À première vue, les Allemands semblent être des gens comme les autres. Mais très vite, lors de notre première prise de contact à Cologne, nous découvrons cet incroyable mouvement populaire, aux allures de grands voyages organisés. Chaque année, des millions de travailleurs, hommes et femmes, ont droit à des excursions de ce genre. Ceux que l'on voit défiler ici sont les anciens combattants de la guerre 14-18. À cette époque, Julian Bryan a 37 ans. Fils d'un missionnaire de Pennsylvanie, il a étudié la théologie. Mais il est avant tout passionné de films documentaires et de voyages.
Dans les années 30, il sillonne l'Allemagne, mais aussi l'Union soviétique, la Pologne et la Turquie. Il présente ses films au public et les vend à des producteurs. Julian Bryan rejette les critiques qui lui reprochent de réaliser des films de propagande. March of Time, mémorandum d'une conversation avec Julian Bryan. Ce dernier m'a confié qu'il avait comme guide un garçon allemand. Quand nous lui avons demandé comment il avait réussi à convaincre ce garçon, il a répondu en riant qu'il avait joué les naïfs pour parvenir à ses fins. Pour obtenir de telles images, il fallait agir naïvement. Je lui ai demandé aussi comment il avait pu faire sortir ces images d'Allemagne et si le film avait été développé et censuré auparavant par le gouvernement. Il m'a répondu que non, et qu'il avait envoyé à l'avance le film non développé avant de quitter lui-même le pays. Ils font de la propagande contre l'Amérique, l'Angleterre, la France, contre les démocraties. À présent, vous allez avoir un aperçu de ce que les nazis proposent à la place, pour ainsi dire. Comme vous le savez, l'Allemagne est isolée et son avenir économique est incertain. Elle a signé des traités avec la Bulgarie, la Turquie et la Tchécoslovaquie. Mais c'est insuffisant. Le plan de 4 ans est la seule réponse qu'apportent Hitler et Göring à la crise économique. On fabrique des produits de substitution, comme les fibres synthétiques, la soie artificielle, même ces rideaux-là, et du verre de sécurité. On invente toutes sortes de nouveaux appareils. Certains fonctionnent, d'autres n'ont aucun succès. Regardez ce four, par exemple, qui peut générer de très hautes températures. Et là, c'est du caoutchouc artificiel. L'exposition Schaffen des Volk, le peuple créateur, organisée à Düsseldorf en 1937, donne l'occasion à l'Allemagne de présenter ses dernières innovations industrielles. Julian Bryan, lui aussi en quête de sensationnel, ne manque pas de la visiter. Je me souviens du commentaire de M. Bryan pendant la première projection de son film au sujet d'une prise de vue montrant un bombardier blindé à l'exposition de Düsseldorf. M. Bryan affirmait que c'était une prise de vue volée qui n'aurait jamais passé la barrière de la censure. Si ce film avait été présenté au ministère de la Propagande, la prise de vue du bombardier aurait été supprimée. New York, au milieu des années 30. Les États-Unis commencent lentement à se relever de la Grande Dépression qui a frappé le pays de plein fouet. La politique du New Deal instaurée par le président Roosevelt ne permet pas à tous les Américains d'accéder à une vie digne. La population noire est la première à souffrir du chômage et de la pauvreté. Pour les observateurs américains, le national-socialisme apparaît comme une alternative non dénuée d'intérêt. Dans le journal Pittsburgh Courier, l'écrivain afro-américain William Edward Burghardt Dubois publie des articles au sujet de la Nouvelle-Allemagne qu'il connaît bien, pour y avoir beaucoup voyagé. Aujourd'hui, la grande majorité des Allemands soutient Adolf Hitler. En Allemagne, la population a de quoi se nourrir et se loger. Dans l'ensemble, la situation du pays est satisfaisante, voire florissante. En l'espace de 4 ans, le chômage est passé de 7 à moins de 2 millions de personnes. Partout, on construit de nouvelles maisons pour le peuple, de nouvelles routes, de nouveaux bâtiments administratifs, et les autorités prennent des mesures de toutes sortes pour la réinsertion des chômeurs. L'alimentation est de bonne qualité et d'un prix abordable. L'ordre public est parfait. Le taux de criminalité est au plus bas. Pourtant, on note un paradoxe de taille. L'Allemagne reste silencieuse, nerveuse, inhibée. Elle parle en chuchotant. Il n'y a aucune opinion publique, aucune opposition, aucun débat public. On observe d'immenses vagues d'enthousiasme, mais pas la moindre contestation.
Nous voici de retour au bord du Rhin, avec un groupe de jeunes gens qui admirent en contrebas la célèbre statue équestre de l'empereur Guillaume Ier. Ces jeunes ont des sentiments mitigés. Ils savent qu'on les a envoyés ici dans un but précis. Mais en même temps, c'est l'occasion pour eux de faire une excursion agréable. Cette ancienne forteresse a servi autrefois de quartier général à l'armée américaine, après la guerre. Les routes des alentours ne sont pas seulement conçues pour les voitures particulières, mais aussi pour ces lourds camions. Un jour ou l'autre, elles serviront des objectifs militaires. Étonnamment, l'entreprise Coca-Cola nous a autorisés à filmer ces images. Dans ses articles, Dubois cherche à établir les causes de la montée du national-socialisme. Dans un passé récent, l'Allemagne a vécu 4 périodes horribles, qu'aucun peuple n'aurait pu traverser en étant capable de rester normal par la suite. La Grande Guerre, le traité de Versailles, l'inflation, suivie de la crise et de la Révolution. Elle a vu la fine fleur de sa jeunesse assassinée dans une guerre absurde, et de surcroît, on lui a ôté le pain de la bouche au cours d'une paix tout aussi absurde. Les économies du pays ont fondu comme neige au soleil. La propriété foncière a complètement perdu sa valeur. L'industrie a fait faillite. Les ouvriers se sont retrouvés au chômage. Le pays s'est battu tant bien que mal pour sortir du marasme, quand soudain, la crise économique a frappé le monde entier. L'Allemagne a été plus touchée que d'autres en raison de son niveau d'endettement colossal. Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en accusant le monde d'une conspiration destinée à ruiner l'Allemagne en l'affaiblissant sur le plan économique. Les industriels avaient peur. Les Junkers, les hobereaux allemands, les gestionnaires, les ingénieurs et les petits commerçants, ils avaient tous peur. Ils se sont soumis à un homme qui a d'abord été une plaisanterie, puis un fléau, et qui est soudain devenu un dictateur. On souligne qu'aujourd'hui, les ouvriers allemands se voient retirer le droit de grève. De plus, ils n'ont plus le droit de s'organiser ni de tenir des réunions. En effet, en mai 1933, Hitler avait annoncé la dissolution et l'interdiction des syndicats. Dans ces ateliers de l'entreprise Zeiss, la majorité des ouvriers fabriquent des appareils photo, des microscopes et des lentilles d'optique. Quand on discute avec eux, on apprend que plus de la moitié avaient voté auparavant pour les socialistes ou les communistes. Aujourd'hui, ils ne vont même plus voter. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Ils ne peuvent pas revendiquer des salaires plus élevés ou de meilleures conditions de travail, car cela passerait pour un comportement contre-révolutionnaire, un acte de trahison contre le gouvernement. Aux États-Unis, les admirateurs de l'Allemagne nazie sont nombreux et ils font ouvertement l'apologie du Troisième Reich. À New York et à Chicago notamment, les amis de la Nouvelle-Allemagne affichent depuis des années leur sympathie à l'égard d'Adolf Hitler et de ses prétendus succès. Depuis 1936, les citoyens américains favorables au régime nazi s'organisent au sein de l'Union germano-américaine. Selon les sources de Washington, on craint qu'il soit aujourd'hui des centaines de milliers. Au départ, ce mouvement comptait déjà 5000 sympathisants. Ils se réunissent dans des brasseries, vêtus d'uniformes similaires à ceux des SA. Leur chef de file américain s'appelle Fritz Kuhn. Les organisations juives protestent contre ces activités antisémites. Et les anciens combattants de la Première Guerre mondiale exigent le boycott des marchandises allemandes imprégnées de sang. La devise d'Hitler est la suivante, disent-ils. L'enfer sur terre et la haine contre tous les hommes. William Dodd, l'ambassadeur des États-Unis à Berlin, est l'un des détracteurs les plus virulents du national-socialisme. Il vit en Allemagne avec sa famille depuis 1933. Le diplomate fournit à la presse des informations au sujet des procès-spectacles à caractère antisémite, au sujet de la situation dans les camps de concentration et au sujet de la politique extérieure agressive du régime nazi.
Martha Dodd, la fille de l'ambassadeur, est fière des prises de position de son père. Aux États-Unis et en Allemagne, beaucoup d'adversaires d'Adolf Hitler étaient d'avis que mon père avait une vision claire et honnête de la situation. Ainsi, lors de ses conférences, dans ses télégrammes et ses rapports confidentiels, il présentait l'Allemagne sous un jour très critique. Une autre personne n'aurait peut-être pas appréhendé le contexte avec autant de discernement et, faute de connaissances historiques, n'aurait pas eu un jugement aussi lucide. On était d'avis que son évaluation de la situation pourrait influencer l'Amérique dans son choix d'une politique extérieure plus déterminée. L'ambassadeur William Dodd note en février 1937. Il y a quelques semaines, à l'occasion de son 60e anniversaire, le docteur Schardt a tenu un long discours lors d'une cérémonie à la Reichsbank. Discours largement censuré par le docteur Goebbels. Le docteur Schardt affirmait qu'il fallait rembourser les 11 milliards de dettes publiques. Il a été interdit d'imprimer cette déclaration. De toute évidence, la dette nationale est 4 fois plus élevée. Elle comprend notamment 3 milliards dus aux banques américaines et aux actionnaires. De plus, le docteur Schardt a souligné que la masse monétaire en circulation a augmenté de 50% depuis 1933. Il a ajouté que l'industrie de substitution devait cesser de croître, car son coût représentait déjà 4 fois le coût des importations. Enfin, j'ai appris de notre consul à Francfort que le gouvernement a interdit tout rassemblement aux anciens combattants juifs de la guerre 14-18. L'État nazi table sur les documentaires de Julian Bryan pour transmettre une image positive de sa politique. À première vue, les images du réalisateur semblent assez innocentes. Mais au-delà de l'essor économique et de l'enthousiasme populaire, il cherche à montrer le vrai visage du Troisième Reich. Ici, les Juifs sont indésirables. On trouve ce genre de panneaux non seulement le long du Rhin, mais partout en Allemagne. En tant que reporter digne de ce nom, je me devais de connaître les deux versions de l'histoire. Je suis donc allé à la rencontre des paysans de la région, en leur demandant pourquoi ces panneaux étaient là et qui les avait installés. Ils ont ri et m'ont répondu qu'ils n'avaient rien à voir avec ça. En tout cas, ce n'étaient pas eux qui avaient installé ces panneaux. Quand je les ai questionnés davantage, ils m'ont avoué qu'ils n'oseraient pas les enlever. Ils m'ont ensuite offert du mou de raisin. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de tout cela. Et leurs réponses ont été assez instructives. Dans les petits villages des alentours, personne n'avait jamais croisé un juif. Il n'y avait pas de paysans juifs dans la région. Il ne pouvait donc pas y avoir de haine farouche à leur égard, comme on le prétendait. Et cette haine n'existait de toute façon pas avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. À l'instar de Julian Bryan, de nombreux touristes venus d'Europe et des États-Unis sillonnent l'Allemagne à la découverte de ce pays et de ses habitants. Dans les campagnes, on cultive des champs entiers de pommes de terre. Au cours des 2 dernières années, les récoltes n'ont pas été très bonnes en raison du mauvais temps. Ces pommes de terre jouent donc un rôle de plus en plus important dans la vie des Allemands. À leur retour chez eux, les touristes ont 2 versions différentes. Certains affirment qu'il n'y a aucun problème d'alimentation, tandis que d'autres brossent délibérément un tableau sombre de la situation en Allemagne, car ils sont farouchement opposés aux nazis. Cela raconte que des millions de gens meurent de faim. La vérité se trouve sans doute entre les deux, c'est-à-dire que de plus en plus d'aliments sont rationnés. Même la vente des œufs est réglementée. On peut acheter du lait, de la crème ou du beurre, mais seulement dans certains magasins. Les paysans doivent déposer leurs pommes de terre, leurs céréales ou leur laine dans des centres de collecte spécialisés. Les prix sont fixes et il est impossible de les négocier. Ici, en Bavière, on découvre une ville typique de la région. Cela vous surprendra peut-être de savoir que dans ces petites localités du sud de l'Allemagne, plus de 90% des habitants sont catholiques.
Ici, on les voit vaquer à leurs occupations. Ils n'ont donc pas tous été transférés dans des camps de concentration. Avant qu'ils se confient davantage, il faut d'abord gagner leur confiance. Ils pèsent leurs mots pour ne pas s'exposer à des ennuis. L'ambassadeur des États-Unis s'inquiète lui aussi au sujet du dernier bastion de la liberté d'expression en Allemagne. Dans toutes les églises d'Allemagne, les prêtres et les évêques catholiques ont donné lecture d'une encyclique du pape. C'est une exhortation aux catholiques pour rester fidèles à leur confession, ainsi qu'une protestation contre la volonté d'Hitler de détruire l'Église catholique. C'est aussi un appel à la liberté religieuse que les hauts dignitaires ont encouragé publiquement. Mais aucun mot du message papal ne fut publié dans la presse allemande. Les journaux américains se font d'autant plus l'écho du combat que mènent les catholiques en Allemagne et des procès-spectacles intentés par les nazis au motif de prétendues fautes morales ou malversations. L'évêque de Münster, Clemens August von Galen, se distingue lui aussi par son opposition au national-socialisme en défendant la liberté de l'Église et les droits de l'homme. Il s'oppose farouchement à la mise sous tutelle des croyants et s'indigne de l'endoctrinement de la jeunesse dans les organisations nazies. Une simple cérémonie de confirmation comme celle-ci en 1937 illustre la manière dont l'Église catholique encadre les jeunes. Julian Bryan a filmé ce camp de service du travail installé en Bavière. Ces images en disent long sur l'endoctrinement des adolescents. Les plus jeunes sont entièrement dévoués au nouveau régime. Âgés aujourd'hui de 18 à 22 ans, ils étaient encore des enfants quand Hitler est arrivé au pouvoir. Depuis, ils ont été hypnotisés, pour ainsi dire, par 5 années de propagande diffusée par la presse, le cinéma et la radio. Il existe aussi un mouvement populaire souterrain qu'il est bien entendu interdit de filmer. Mais il serait idiot de supposer qu'une révolution va éclater du jour au lendemain. Beaucoup d'entre nous ont oublié que 5 millions d'Allemands ont voté pour le Parti communiste au cours d'élections démocratiques. Venons-en aux jeunes gens âgés de 19 ans environ. Voici donc à quoi ressemble le service du travail. 300 000 jeunes Allemands sont envoyés dans quelques centaines de camps comme celui-ci, où ils travaillent et font de l'exercice. Ils y reçoivent également une éducation politique. Leur instructeur leur montre sur une carte les colonies que l'Allemagne a perdues et comment elle compte les regagner. C'est comme cela qu'on les prépare à la guerre. Après 6 mois d'entraînement, ils se sont aguerris, leurs corps se sont affermis et leurs bras fortifiés. Le reporter américain William Shirer, qui travaille pour la radio, a couvert l'Allemagne pendant 3 ans. Au cours de son séjour, il perd toutes ses illusions, comme en témoigne ce commentaire amer, datant de 1937. Malgré notre travail de reporter, je pense que l'on ne sait pas grand-chose au sujet du Troisième Reich. Que représente-t-il? Que manigance-t-il? Quels sont ses objectifs, en Allemagne et à l'étranger? L'Allemagne est plus forte que ne le pensent ses adversaires. Certes, elle est pauvre en matières premières et son agriculture est peu développée, mais elle compense ses manques par un esprit agressif, une économie planifiée et impitoyable, une concentration de ses efforts et la mise en place d'une puissante machine militaire. Il n'est pas simple de décrire la dynamique de ce mouvement, les motivations cachées des Allemands, les objectifs sans scrupules qu'Hitler s'est fixés, ou bien la façon révolutionnaire de mobiliser le pays pour la guerre totale. Quand les pompiers de Londres, Paris et New York viennent en visite en Allemagne, Hitler leur parle de paix. Après tout, n'était-il pas lui-même dans les tranchées pendant la guerre de 14? La guerre, il sait ce que c'est. Il ne veut plus jamais condamner l'humanité à cela. Quant à la paix, lisez donc Mein Kampf, mes frères. Hitler y affirme que la France doit d'abord être anéantie, et alors la grande progression vers l'Est pourra commencer. Cette année-là, des vétérans américains participent à une cérémonie organisée à Berlin. Aux côtés de leurs anciens ennemis, ils déposent des couronnes devant le bâtiment de la Neue Wache,
et se promettent que les massacres de la Grande Guerre ne doivent plus se reproduire. La plupart des Allemands espèrent aussi qu'Adolf Hitler atteindra ses objectifs sans verser de sang. Mais ceux qui s'opposent à la mise au pas du pays se heurtent vite au système de terreur mis en place par Heinrich Himmler, alors chef de la Gestapo. William Edward Burgard Dubois s'en fait l'écho dans un article du Pittsburgh Courier. Hitler a instauré une véritable tyrannie, un État soutenu par une puissante force de police, une armée en expansion, une armada d'informateurs et un réseau d'espionnage. Ce système répressif inflige des peines cruelles allant de la perte d'un emploi jusqu'à l'emprisonnement, voire l'assassinat de sang-froid sans aucun procès préalable. Ceux qui se sont accoutumés à la liberté et à la culture du débat dans un État moderne ne pourraient pas supporter une telle situation. Tout au plus, pourraient-ils la tolérer, comme une terrible nécessité ou un idéal vers une vie meilleure. Si Hitler était allé au bout de tous ses projets, lui et son régime auraient disparu depuis longtemps. Il a montré le chemin à son pays à un moment où la plupart des Allemands erraient dans le brouillard, en leur faisant croire que c'était le seul et unique chemin, et qu'il les conduirait à la terre promise. Julian Bryan filme aussi la route romantique qui s'étire du Main jusqu'aux Alpes. Ces scènes de la vie quotidienne en apparence anodines ont elles aussi leur face cachée, comme en témoigne William Dodd. Près de Stuttgart, un touriste américain a été arrêté parce qu'il avait photographié un vieux village des environs. Personne n'a plus le droit de prendre des photos sans autorisation de l'État. Quand les autorités locales ont réalisé qu'il s'agissait d'un Américain venu dépenser des devises dans leur pays et qu'il ignorait la législation en vigueur, ils l'ont relâché au bout de 2 heures. À la même époque, un certain John Fitzgerald Kennedy, âgé alors de 20 ans, voyage avec un ami à travers l'Europe. Tous les deux trouvent les nazis insupportables, avec leur salut hitlérien incessant et tout leur tralala empreint de niaiserie et d'arrogance. Toutefois, le futur président des États-Unis n'a pas une vision manichéenne du monde. Il est d'avis que le fascisme a sa place en Allemagne et en Italie, comme la démocratie a sa place en Amérique et en Angleterre. Fin 1936, l'écrivain irlandais Samuel Beckett se rend en Allemagne pour y visiter une exposition d'art tristement célèbre. Il est écœuré par le nouvel esprit qui anime le pays. Je suis allé au restaurant du Pschorr vers 3 heures et j'ai lu un article au sujet de l'ouverture de ce fichu palais à Munich, la maison de l'art allemand. Son exposition inaugurale condamne l'art moderne et sonne le glas de la période d'Emil Nolde, de Franz Marc et du groupe Die Brücke. Tout cela me donne envie de vomir. Je crois que je vais rentrer chez moi. La Maison de l'Art accueille en fait une double exposition. La première grande exposition d'art allemand, consacrée à l'art officiel nazi, et d'autre part, celle intitulée « L'art dégénéré », qui présente des œuvres considérées comme subversives. Julian Bryan a filmé les seules images connues de cette exposition à scandale qui met au pilori les chefs-d'œuvre de l'avant-garde internationale et dénigre ces nouvelles tendances de l'art moderne. La ville de Nuremberg, avec ses maisons à colombages et ses églises gothiques, offre un cadre idéal au congrès du parti nazi. L'écrivain Samuel Beckett est indigné par cette instrumentalisation des lieux symboliques. Je ne vois dans la grande période de Nuremberg qu'une conspiration. Tout cela ressemble à de l'artisanat terriblement conforme aux corporations, arrogant, jaloux et zélé. Ce qu'il reste après la technique, c'est la vision du citoyen stoïque, empli de la conscience de sa propre valeur, des secrets de son commerce, de la transpiration de son visage et de l'obligation de s'élever au-dessus des princes et des potentats, qu'ils soient sacrés ou profanes. C'était une démocratie sans contexte historique, survoltée et surexcitable. En 1499, ils ont chassé les Juifs et leur ont interdit de revenir pendant 3 siècles et demi. Aujourd'hui, Nuremberg est le centre industriel de la Bavière, et avec Munich et Berlin, le 3e bastion nazi du pays, et le siège de l'infâme journal de Streicher. Julius Streicher est notamment l'éditeur de Stürmer, un hebdomadaire violemment antisémite.
Comme le dit Streicher, ne te fie pas au renard des plaines, pas plus qu'au serment d'un juif. William Dodd se fait l'écho de cet antisémitisme. Les juifs sont étroitement surveillés et sanctionnés. Le droit de réunion leur est interdit, hormis pour le service religieux. L'ancien havre de liberté religieuse s'est transformé en despotisme absolu. Un tiers des masses populaires s'enthousiasment pour un système qui prive tout à chacun de ses libertés fondamentales. L'ancienne synagogue de Nuremberg est détruite 1 an plus tard, sur l'ordre de Streicher, également chef du district de Franconie. Les quelques juifs pratiquants que croise Julian Bryan évitent la caméra. Dans un de ses articles, William Edward Burgard Dubois consigne les faits suivants. Aujourd'hui, dans chacun de ses discours, Adolf Hitler stigmatise les Juifs, les maudissant et les accusant de tous les maux. Il serait, dit-il, partiellement, voire entièrement responsable du malheur du monde. On lit dans la presse que les Juifs ayant eu des relations sexuelles avec des Allemandes sont emprisonnés. On prive tous les Juifs de leurs droits civiques. Ils ne sont plus des citoyens à part entière, n'ont plus qu'un accès limité à l'éducation et des droits restreints pour exercer une profession dans le commerce ou la fonction publique. De même, on menace de boycott les Allemands qui font du commerce avec les Juifs. Ils s'exposent à la perte de leur emploi et à des violences initiées par la pègre nazie. Pour couronner le tout, le journal de Julius Streicher connaît une large diffusion, tel un infâme porte-voix qui propage de façon éhontée la haine raciale à travers le monde. Le gouvernement permet aussi à Julian Bryan de filmer les coulisses d'un congrès du parti. Nuremberg accueille 1 million de personnes, soigneusement choisies parmi les 75 millions d'Allemands. Des jeunes, des fanatiques, des chefs de file, l'élite du mouvement nazi. Tous se réunissent pour participer à ces festivités en grande pompe. C'est le plus grand spectacle jamais organisé. En comparaison, nos matchs de football semblent dérisoires. 250 000 personnes écoutent, fascinées, la voix de leur maître. Ses détracteurs peuvent bien le traiter de vulgaire peintre en bâtiment et dire toutes sortes de vacheries à son sujet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a le pouvoir et il tient les rênes de la politique en Europe, que cela leur plaise ou non. Martha Dodd sait que le gouvernement nazi invite instamment le ministère des Affaires étrangères à Washington à remplacer son père, l'ambassadeur des États-Unis à Berlin. Pendant 3 ans, avec les ambassadeurs britanniques et français, mon père a boycotté ces cérémonies exécrables. En effet, ces hommes savaient pertinemment ce qui les aurait attendus. Des jours durant, ils auraient dû écouter les attaques virulentes contre la démocratie, subir la pompeuse propagande officielle et entendre l'exposé à peine voilé de leurs sombres desseins concernant leur peuple, les Juifs et l'Europe en général. En refusant de prendre part au congrès du parti, les puissances démocratiques montraient à Hitler qu'elles s'entendaient au moins sur ce point. Dans une lettre confidentielle adressée au département d'État, mon père a souligné que ces congrès avaient pour principal but de critiquer la liberté, de dénigrer tous les idéaux politiques et moraux et de lancer de viles menaces contre le territoire des autres nations. Mon père était d'avis qu'aucun représentant de la démocratie digne de ce nom ne devait honorer de sa présence des manifestations officielles aussi ignobles. À la suite d'une confusion, cette lettre a été rendue publique, elle a été publiée dans la presse et a suscité de nombreuses réactions. Bien sûr, elle a fait sensation. Mon père a reçu des centaines de lettres et de télégrammes de toutes les couches de la population américaine. La plupart des gens étaient d'accord avec sa prise de position et le félicitaient pour son courage. Le reporter William Shirer analyse de façon implacable la préparation militaire des Allemands.
Savez-vous ce que la revue militaire Deutsche Wehr disait il y a 2 ans? Toute activité humaine et sociale se justifie seulement si elle sert à préparer la guerre. Le nouvel être humain est entièrement possédé par l'idée d'une nouvelle guerre. Il ne doit ni ne peut penser à rien d'autre. Quelle en est la conséquence? Comme le note encore cette revue, la guerre totale signifie que les vaincus doivent disparaître définitivement de la scène de l'histoire. D'après Hitler, c'est la seule voie à suivre pour l'Allemagne. La pression exercée sur la vie quotidienne des gens et sur les structures économiques de l'État est déjà énorme. Toutefois, Hitler peut compter sur la jeunesse fanatique et sur les vieux combattants qui sont à ses côtés depuis le début et qu'on a récompensés par de bons postes, par l'autorité, le pouvoir et l'argent. Les banquiers et les industriels suivent aussi le mouvement. Ils n'ont guère le choix. S'ils refusent, ils finiront dans un camp de concentration. C'est aussi valable pour les ouvriers. Après tout, 6 millions d'entre eux ont retrouvé du travail, et ils voient bien que l'Allemagne va de l'avant et qu'ils avancent avec elle. En cet automne 1937, je quitte l'Allemagne en ayant encore en tête les paroles d'un chant nazi qui disait ceci: « Aujourd'hui, l'Allemagne nous appartient, et demain le monde entier. » Après le congrès du parti, Julian Bryan se rend dans le Land de Thuringe, sur les traces de Martin Luther et des classiques de la culture allemande. Le réalisateur est autorisé à visiter le château de la Wartburg et la ville de Weimar, mais pas le camp de concentration de Buchenwald, pourtant tout proche, qui vient d'être mis en service en juillet. Au lieu de cela, on propose à Julian Bryan de filmer une fête d'anniversaire. Il présentera ces images 1 an après, lors de sa conférence à l'université de Columbia. Je n'exagère pas en disant que l'on inculque à ses enfants âgés de 5 ou 6 ans la philosophie de la haine. Ils haïssent les Juifs et les Russes, mais aussi les Américains et les Anglais, et tout ce qu'ils représentent. Récemment, Goebbels a dit dans la presse « L'Amérique est une nation de gangsters ». Cela peut vous faire sourire et vous amuser, mais ce n'est pas notre avis. On apprend non seulement à ses enfants à se sentir supérieurs aux autres races, mais aussi à penser que les autres races et les autres nations sont des criminels. Dans les communes protestantes aussi, les adversaires du régime nazi sont tourmentés par les autorités en raison de leurs convictions religieuses. Pour tenter de mettre au pas les croyants, le régime crée le mouvement chrétien allemand, une tentative de synthèse entre l'idéologie nazie et la tradition protestante. En été 1937, le pasteur Martin Niemöller est accusé d'être un ennemi de l'État et il est emprisonné parce qu'il condamne dans ses sermons la politique du Troisième Reich vis-à-vis de l'Église. L'ambassadeur William Dodd est lui aussi préoccupé par ces persécutions religieuses. Un rapport confidentiel de Francfort m'a révélé certains aspects de la vie des Allemands, dont la presse ne dit pas un mot. De nombreux fidèles se sont rassemblés dans leurs églises. À Darmstadt, les chemises brunes et les chemises noires se sont aussi rassemblés devant l'église principale et ont arrêté 5 pasteurs au motif de leurs sermons subversifs. Dans la région de Francfort, 37 personnes ont été arrêtées parce qu'elles s'étaient réunies pour étudier la Bible. 30 d'entre elles sont encore en prison sans accusation valable. Les victimes sont de simples fidèles protestants. Ils voulaient conserver leurs croyances religieuses. Aujourd'hui, Martin Niemöller est le symbole des protestants. Il faut savoir qu'il y a plus de protestants et de catholiques que de juifs dans les camps de concentration. Ils sont emprisonnés parce qu'ils sont libéraux ou socialistes. Souvent, ils n'ont même pas d'opinion politique. Et ce sont des gens respectables, comme Martin Niemöller.
Là, vous voyez l'ancienne église de Martin Luther et les portes sur lesquelles il a affiché ses thèses il y a 400 ans. Ces jeunes gens ne sont pas différents des nôtres. Ils sont avides de savoir, de construire ces maquettes d'avions et d'apprendre à voler. Mais ils craignent le déclenchement d'une guerre qui signifierait la perte de l'Allemagne. Certains d'entre eux ont déjà vu un planeur. Cet entraînement cache un objectif précis et l'idée d'avoir recours au planeur est excellente. Les 50 jeunes gens et leur instructeur savent très bien qu'il s'agit d'une préparation à la guerre pendant laquelle ils seront mobilisés comme pilotes de combat. Pour la première fois depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la Luftwaffe, l'aviation allemande, intervient en 1937 dans le cadre de la guerre d'Espagne. La Légion Condor reçoit l'ordre de bombarder des bases militaires ainsi que la ville basque de Guernica, sans égard pour la population civile. La ville est détruite à 80% et 2500 civils sont tués. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste affichent officiellement une position de neutralité, mais en réalité, les deux dictatures soutiennent les forces nationalistes espagnoles du général Franco. Le Troisième Reich présente aussi à l'étranger sa puissance retrouvée. Lors de l'exposition internationale de Paris en 1937, les Allemands obtiennent un emplacement juste à côté de la Tour Eiffel pour leur gigantesque pavillon. Le monument dessiné par Albert Speer, l'architecte en chef du Reich, reflète de toute évidence les prétentions impériales du régime. Cet été-là, l'écrivain Jean Genet sillonne l'Europe. Rejetant le conformisme ambiant, il fréquente les milieux criminels et homosexuels. Amené à voyager aussi dans l'Allemagne nazie, il consignera cette expérience dans un de ses romans, Le Journal du voleur. Pour aboutir à Anvers, je venais de traverser l'Allemagne hitlérienne où je demeurais quelques mois. Je vins à pied de Breslau à Berlin. J'eusse voulu voler. Une étrange force me retenait. L'Allemagne inspirait de la terreur à l'Europe entière. Elle était devenue, surtout à mes yeux, le symbole de la cruauté. Déjà, elle était hors la loi. Même sur Unter den Linden, j'avais le sentiment de me promener dans un camp organisé par des bandits. Je croyais le cerveau du plus scrupuleux bourgeois berlinois receler des trésors de duplicité, de haine, de méchanceté, de cruauté, de convoitise. J'étais ému d'être libre au milieu d'un peuple entier mis à l'index. Sans doute y volais-je comme ailleurs, mais j'en éprouvais une sorte de gêne, car ceux qui commandaient cette activité et ce qui résultait d'elle, cette attitude morale particulière érigée en vertu civique, toute une nation la connaissait et la dirigeait contre les autres. Jean Genet transcrit d'autres impressions, toujours dans le Journal du voleur. C'est un peuple de voleurs, sentais-je en moi-même. Si je vole ici, je n'accomplis aucune action singulière et qui puisse me réaliser mieux. J'obéis à l'ordre habituel. Je ne détruis pas, je ne commets pas le mal, je ne dérange rien. Le scandale est impossible, je vole à vide. Il me semblait que les dieux présidents aux lois ne se révoltassent pas, simplement, ils s'étonnaient. J'avais honte, mais surtout, je désirais rentrer dans un pays où les lois de la morale courante font l'objet d'un culte, sur lesquels se fonde la vie. À Berlin, je choisis pour vivre la prostitution. Elle me combla quelques jours, puis elle me lassa. À Berlin, Julian Bryan découvre tout d'abord une image politiquement correcte du régime. On prépare la visite officielle du dictateur italien Benito Mussolini. Pourtant, le réalisateur sait que les Américains aimeraient en savoir plus sur la situation des Juifs en Allemagne. Sur la place Olivard, il réussit à prendre des clichés inhabituels. La population juive s'élève à 500 000 personnes, soit moins d'1% des 75 millions d'Allemands. Dans ce parc, au cœur de Berlin, des bancs jaunes leur sont destinés. Il y a encore 5 ans, ce pays était l'un des plus civilisés du monde occidental. Désormais, l'Inquisition est de retour. Partout en Allemagne, on voit ces panneaux.
Parfois, les gens qui reviennent d'Allemagne affirment qu'Hitler n'est pas opposé aux Juifs et que la plupart des histoires au sujet des persécutions ont été inventées de toutes pièces. Il est intéressant de savoir d'où leur vient ce point de vue. Regardez cet infâme journal, diffusé chaque semaine dans toute l'Allemagne. Comme certains refusent de l'acheter, on le placarde sur les murs. Ainsi, tous les passants sont exposés à ces ignobles caricatures, y compris les enfants. Nos hommes politiques y sont représentés comme des criminels, et on prétend que les États-Unis sont noyautés par les Juifs. Ces enfants fréquentent une école spéciale pour les Juifs. C'est leur dernier refuge. Des milliers de jeunes Juifs ne sont plus scolarisés, car ils n'ont plus accès aux écoles de leur quartier. Ils n'ont pas le droit d'intégrer les jeunesses hitlériennes et n'ont pas de relation normale avec les enfants allemands. Ils ont donc décidé d'emprunter une autre voie et d'apprendre l'hébreu. Ils me font autant de peine qu'à vous, car ils ont beaucoup souffert et ont subi des épreuves terribles. À mon avis, dans les 5 prochaines années, seuls quelques-uns de ces 500 000 Juifs seront encore en vie. Dans ses comptes rendus sur l'Allemagne, le journaliste William Edward Burgard Dubois s'intéresse particulièrement à la ségrégation raciale. À notre époque, il n'existe aucune tragédie comparable, dans ses atroces conséquences, à la persécution des Juifs en Allemagne. C'est une attaque contre la civilisation, au même titre que les horreurs de l'Inquisition espagnole et que le commerce des esclaves africains. Elle a fait reculer d'1 siècle la civilisation et a rendu plus difficile et plus douteux la compréhension et le règlement des problèmes liés au racisme. Il existe une opinion très répandue, selon laquelle les problèmes des Juifs seraient transitoires et seraient déjà à moitié réglés. Le 17 septembre 1937, Mussolini est sur le point d'arriver à Berlin après sa visite officielle à Munich. Toute la capitale est pavoisée en l'honneur du Duce, l'allié le plus proche d'Hitler. Les autorités ont prévu des cortèges automobiles de plusieurs heures et de grandioses cérémonies, notamment un défilé militaire de 3 heures devant l'Université technique de Berlin. William Dodd est un ami de Bella Fromm, une journaliste juive allemande encore autorisée à travailler à Berlin. Peu de temps après, elle émigrera aux États-Unis où elle publiera ses mémoires. Mussolini est arrivé. Il a été reçu en grande pompe à la gare de Herzstrasse avec un faste digne de la Rome impériale. Il a emprunté la plus majestueuse avenue de Berlin, Unter den Linden, en admirant le château de Charlottenburg, le Tiergarten et la somptueuse porte de Brandebourg. Des amis à moi ont une maison très bien située, d'où l'on peut voir l'avenue sur des kilomètres. Ils m'ont demandé si je voulais assister avec eux au spectacle de cette procession en l'honneur du Duce. Ils m'ont envoyé un laissez-passer, indispensable pour approcher de l'avenue et accéder aux maisons du voisinage. Sur ce précieux sésame, il était écrit « Sois là à 15 heures ou plus tard ». 3 heures avant le début du défilé, plus personne n'était autorisé à entrer ou à sortir d'un bâtiment situé à proximité de l'avenue. Des sentinelles SS armés de fusils mitrailleurs avaient pris position sur les toits. Les rues latérales étaient fermées à la circulation. Tout cela pour préparer l'entrée en scène des 2 dictateurs devant la foule de leurs partisans en liesse. Cette foule avait reçu l'ordre de participer à l'événement avec un enthousiasme spontané. Mais seul un petit nombre d'Allemands avaient répondu présent. Beaucoup avaient prétexté être malades. Comme à l'accoutumée, les SA et les SS se tenaient en rang serré de part et d'autre de l'avenue. Cela m'a amusé de voir que la foule était composée en majorité de SA habillés en civil. Un homme a juré en dialecte berlinois « Maintenant, on peut attendre jusqu'à ce que nos genoux nous remontent dans l'estomac. » Après 6 heures, les premières voitures sont arrivées, avec toujours un nazi et un fasciste à l'arrière. À l'avant, le chauffeur et un homme de main. Puis ce fut au tour de l'empereur romain et de son imitateur allemand. Ils étaient assis côte à côte, dans un silence morose, tendu et peu sûr d'eux. Julian Bryan quitte alors l'Allemagne. Auparavant, il a pris la précaution de faire sortir en fraude les pellicules de ses tournages.
Avant son départ pour l'Allemagne, il les avait déjà vendus par anticipation à la société March of Time. Pourtant, les producteurs américains sont déçus. Ils trouvent ces images trop inoffensives. Lors de sa conférence, le réalisateur défend la singularité de son film. Aucune prise de vue ne vous a été cachée, mais je ne prétends pas pour autant que vous sachiez maintenant tout sur l'Allemagne. Il serait absurde de supposer cela. Le travail réalisé est déjà satisfaisant. Il s'agit d'un film documentaire, qui est loin de tout montrer. Nous avons fait de notre mieux, et compte tenu des conditions de tournage, nous pouvons nous estimer heureux d'avoir réalisé autant de prises de vue. Il existe peut-être des images des camps de concentration, mais nous n'y avons pas eu accès. Toutefois, je doute fortement de l'existence de ces images. J'ai donc essayé de dresser le tableau de la vie quotidienne sous le nazisme, de la façon la plus authentique possible. Le documentaire de Julian Bryan, qui fait aussi appel à des scènes reconstituées, est assorti d'un commentaire critique. Il accuse ouvertement Adolf Hitler de préparer une nouvelle guerre. L'ambassadeur William Dodd sera finalement démis de ses fonctions. À Washington, on n'entend pas pour autant renoncer à tout espoir de paix pour l'avenir. Le 5 novembre 1937, lors d'une conférence secrète à la chancellerie, Adolf Hitler présente à ses chefs militaires ses projets d'annexion concernant l'Autriche et la Tchécoslovaquie. 22 mois plus tard, toute l'Europe sera plongée dans l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire.